Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Hein? Ils auront plus de ou plus 5. Plus de. Donc maintenant, on va attaquer un peu le chapitre sur les productions. Donc normalement, on devait faire réserve, on devait voir les réserves, la production et la consommation. Mais aujourd'hui, on va faire que la production, d'accord? On a les données sur les réserves, je vais vous mettre ça dans le document que je vais vous remettre. Mais pour le cours, aujourd'hui, on va regarder que la production. Parce que beaucoup de statistiques, beaucoup de statistiques. D'accord? Donc les statistiques sur la production du pétrole, normalement, je devais ajouter ici 2023. Donc c'est des statistiques de 2023. Donc si tu prends par pays, tu peux avoir les statistiques à partir de 1961 jusqu'en 2023. Mais si on doit pas faire ça par pays, ça va être compliqué. Et puisqu'on n'a pas mis le focus sur un pays donné, donc on va prendre de manière régionale. On va regarder pour chaque région quels sont les pays où la production est importante. Donc ça, c'est en millions de tonnes de pétrole. Donc j'ai dit statistiques sur la production du pétrole. Donc, après, on va avoir des statistiques sur la production du gaz. Et enfin, sur le charbon. Donc tout ça, c'est les ressources possibles. Donc Amérique du Nord, donc les États-Unis viennent en premier lieu, sont les premiers donc, avec 827,1 millions de tonnes de pétrole en 2023 bien sûr. Le Canada en deuxième lieu, ensuite le Mexique. Donc ces statistiques-là, vous pouvez les avoir. Il y a un site, je peux vous les donner après. Mais bon, vous n'en avez pas besoin en réalité. C'est le site de British Petroleum. Si vous avez besoin de ça, je peux vous donner ça. Ou bien je vais mettre ça dans le document. Parce que je dois mettre les sources. Dans la partie source, vous allez voir ça. Maintenant, pour l'Amérique du Centre et du Sud, donc le Brésil vient en tête des productions, suivi de l'Argentine, du Venezuela, de la Colombie, Équateur, Guyane, Pérou. Donc les autres pays, l'ensemble des autres pays qui ont une production plus ou moins petite, c'est 5,1 millions de tonnes de pétrole par an. Donc, on est en 2023. Donc Trinidad et Tobago, ça c'est de petits États, 3,3 millions de tonnes de pétrole. En Europe, la Norvège vient en tête, suivi du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Roumanie, du Danemark, donc en Europe. Donc ce qui est important ici, c'est de voir les pays qui sont les premiers. Quand on a ces grandes situations, on regarde les pays qui ont une importante production. C'est ça qu'on garde en tête. Pas yep. D'accord? Parce qu'il y a un certain niveau. Vous regardez juste les pays qui ont les productions les plus importantes. J'ai dit Amérique du Nord, États-Unis, là. Bon, là il y a que 3 pays bien sûr, c'est facile à capter. Amérique du Centre et du Sud, c'est le Brésil. Si vous avez entendu le Venezuela, mais vous notez surtout le Brésil. Donc pour l'Europe, on a la Norvège, suivi du Royaume-Uni. Donc pour les États, la constitution des États indépendants, donc les États qui composent un peu l'URSS, on a la Russie qui vient en premier lieu, suivi des pays comme le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et les autres pays qui font partie de cet ensemble. Donc le Moyen-Orient, on a l'Arabie Saoudite qui vient en tête. Donc l'Arabie Saoudite a même le puits le plus important, le gisement le plus important du monde se trouve en Arabie Saoudite. En onshore, d'accord? En onshore, c'est-à-dire sur terre. D'accord? Donc suivi de l'Iran, de l'Irak. Donc vous voyez déjà pourquoi ces pays-là sont des pays où il y a tout le temps des guerres. C'est à cause de la Russie. Les Émirats arabes unis, avec des pays comme Abu Dhabi, des Émirats comme Abu Dhabi, par exemple, qui en font partie. Dubaï, d'accord? Abu Dhabi, c'est la partie plus ou moins islamique. Dubaï, c'est là qui garde un peu l'Émirat, un peu sur le plan économique, quoi. C'est l'Émirat qui gère l'économie, en fait. D'accord? Le Koweït, le Qatar, l'Oman, ça c'est des petits pays. Oman, Yémen, la Syrie. Donc ça c'est des pays qui ont une production moindre. Donc en Afrique maintenant,
On a d'abord le Nigeria. Vous voyez? Le Nigeria, suivi de l'Algérie. Donc ça, c'est 2023. Attention. En 2024, Nigeria est en deuxième position. Ça peut varier. Même moi, j'ai regardé par rapport aux chiffres, aux valeurs que j'avais donné en 2000, l'année passée, le mois dernier, c'était les chiffres de 2020. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous voyez? Donc il faudra faire attention. Ça, c'est les valeurs de 2023. Je vais le mentionner après sur le document. Pour que vous ne puissiez pas faire de confusion. Donc, Algérie, la Libye en troisième position, l'Angola, l'Égypte, la République du Congo, le Gabon, le Soudan du Sud, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Soudan, la Tunisie, donc, et les autres pays. Maintenant, pour le Sénégal, est-ce que le Sénégal est figure? Ça, c'est pourquoi les données là s'arrêtent en 2023. Donc, peut-être que nous, le rapport qui va sortir l'année prochaine, peut-être qu'ils vont mentionner les positions du Sénégal. D'accord? Pour le moment, c'est pas encore comptabilisé. C'est pour cela que vous ne voyez pas le Sénégal. Mais nous ne sommes pas pressés. Hein? Oui? Hein? Quoi ça? C'est 1 million de tonnes de pétrole. Millions de tonnes de pétrole. Millions de tonnes de pétrole. Bon, il y a deux manières de prendre les valeurs là. Soit tu prends ça en baril. Un baril égale combien de litres de pétrole? Non, pas 1 litre. Hein? Voilà, 159 litres. Ben baril. 159 litres de pétrole. Ben baril. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens mettaient le pétrole dans les barils. C'est pour ça qu'on a gardé le système on va dire, de mesure des barils. D'accord? Il paraît que même à un certain moment, même les barils, on mettait des couleurs. On mettait une peinture sur les barils pour ne pas les confondre avec les barils de whisky ou de vin. Voilà, maintenant, le pétrole, le baril de whisky ou le baril de vin. Si machine tombe en part. Donc, on mettait de la peinture pour les distinguer. Vous voyez? Donc, c'est 159 litres, un baril. Le pétrole égale 159 litres. Donc, si on dit par exemple pour le Sénégal, chaque jour, on a tant de barils. Donc, il faudra multiplier ça par 159 litres pour avoir le nombre de litres. D'accord? C'est très facile à faire. Donc, en Asie-Pacifique, on a la Chine qui vient en premier lieu, suivi de l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, le Vietnam, le Brunei. Donc, ça, c'est des sultanats. C'est des petits États, mais très riches. Maintenant, là, c'est le total par région. Parce que quand ils faisaient le statistique, ils ont fait ça par région, géographique. Donc, le Moyen-Orient vient en tête des zones qui produisent le plus de pétrole, vous voyez, suivi de l'Amérique du Nord. Parfois, les gens semblent oublier que l'Amérique fait partie des États qui ont le premier art produit du pétrole. D'ailleurs, les gens disent que c'est là-bas qu'on a découvert le pétrole. D'accord? Avec le colonel grec. Un colonel qu'on appelle le colonel grec. Bon, on dit colonel grec, n'est-ce pas? Un colonel en réalité. Aux États-Unis, quand quelqu'un fait des exploits, on lui accorde un titre. On lui accorde un titre. Mais le titre ne montre pas qu'il a fait l'armée, il a fait ceci, il a fait cela. D'accord? Pour montrer une certaine importance aux exploits de l'individu. D'accord? Maintenant, les pays de la Russie viennent en troisième position. L'Amérique du Centre et du Sud en quatrième position. L'Asie Pacifique en cinquième position. L'Afrique en pratiquement sixième et l'Europe en dernier lieu. Ouais. Mais le Moyen-Orient, donc c'est la région qui a le plus de production. Maintenant, le gaz naturel. On va parler de statistiques pour le gaz naturel. D'accord? L'Amérique du Nord, les États-Unis viennent encore en premier lieu, vous voyez, suivi du Canada et du Mexique. Maintenant, pour le gaz, c'est en billion, on dit billion. 1 billion, c'est comme on dit 1 billion of mètres cubes. 1 billion, c'est combien de si on a traduit ça en zéro, c'est combien de zéro? 9 zéro. Donc, quand on dit que c'est un billionnaire, ça signifie quoi? Est-ce que vous ne voulez pas devenir des millionnaires? Des millionnaires ou des billionnaires? Hein? C'est trop? C'est trop, c'est beaucoup. Après, tu ne sais pas comment. Comment faire des sous, quoi? D'accord? Ok. Donc, l'Amérique du Centre et du Sud, donc l'Argentine vient en premier lieu, suivi du Venezuela, des pays comme Trinidad et Tobago,
Le Brésil, le Pérou, la Colombie, la Bolivie et le restant des pays qui ont une faible production. Si on prend l'Europe, on a la Norvège qui vient en premier lieu, le Royaume-Uni, l'Ukraine, les Pays-Bas, les Hollandes, la Roumanie, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, le Danemark, et les autres pays qu'on regroupe, qui ont de très petites productions. Maintenant, pour les pays qui faisaient partie de l'URSS, on a la Russie qui vient en premier lieu, qui dépasse de très loin même tous les autres pays, de très loin. Récemment même, on dit que le gaz qui transité par l'Ukraine a été bloqué. Apparemment, l'Ukraine va perdre beaucoup d'argent parce que le gaz va passer par l'Ukraine. Mais c'est des questions de géopolitique, de géostratégie. Donc, ce serait bien que vous puissiez creuser un peu ces éléments-là. Hein? Je ne dis pas que ça va sortir. Hein? Il faut que vous puissiez creuser ces éléments-là. Parce que c'est des questions d'actualité. Hein? Maintenant, tous les pays qui devaient bénéficier de ce gaz vont souffrir. Non seulement le pays par où passe le gazoduc, hein, qui est l'Ukraine, devait bénéficier d'un certain nombre de sous en termes d'économie, parce qu'ils vont gagner 800 millions de dollars hein, par le gazoduc passe là-bas. Hein. Mais pour des questions de stratégie, de géopolitique, ils préfèrent stopper le gazoduc. Hein. Le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, donc ces pays ont une moindre production par rapport à la Russie. Donc en Europe, il y a la Norvège qui vient encore en tête, suivi du Royaume-Uni. Il y a l'Ukraine, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et le Danemark. En Amérique du Centre et du Sud, l'Argentine vient en tête, suivi du Venezuela. Donc j'ai dit que c'est en milliards de mètres cubes. C'est un gaz, d'accord? En milliards de mètres cubes. Tout ça pour le pétrole, on n'a pas pris les barils, on a pris ça en tonnes. Pour comprendre un peu une tonne, c'est combien de litres en fait? Hein? Ah, c'est combien de litres? C'est bien. 1 litre égale combien de kilogrammes? Hein? 1 litre égale combien de kilogrammes? Normalement, l'équivalent d'1 litre, 0,0. Pourquoi il dit 1000 litres égale 1 tonne? Donc 1 litre est l'équivalent pratiquement d'1 kilogramme. D'accord? D'1 kilogramme. Maintenant, si on dit 1000 litres, on pourra avoir une tonne en fait. D'accord? Mais bon, maintenant c'est des transpositions qu'il ne faut pas essayer de faire. D'accord? Qu'il ne faut pas faire. Hein? Donc avec du centre et du sud, l'Argentine vient en premier lieu, suivi du Venezuela, de Trinidad et Tobago, du Brésil, du Pérou, de la Colombie, de la Bolivie, et des autres pays qui ont cette production aussi. D'accord? En Europe, la Norvège vient encore en tête, suivi du Royaume-Uni, Ukraine, Pays-Bas, Roumanie, Allemagne, Pologne, Italie. Donc vous prenez juste les pays qui sont les premiers, qui ont les productions les plus importantes. Vous gardez ça en tête, pour ne pas vous bourrer. Donc pour les pays qui faisaient partie de l'URSS, on a la Russie qui vient en tête, suivi du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les autres pays qui ont de très très production. C'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir voir les informations. Le Moyen-Orient, on a l'Iran, qui est le premier, suivi du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. Donc les Émirats Arabes Unis, c'est combien de petits États? Les Émirats Arabes Unis, il y a des Émirats qui sont là. On a presque 7 Émirats qui sont là-bas, d'accord? Donc tout à l'heure, on a parlé de Dubaï, on a parlé également d'Abu Dhabi. Bon, il y a beaucoup de Sénégalais qui partent dans ces zones-là. Je ne sais pas maintenant si c'est bon vivre là-bas ou pas, s'il y a beaucoup d'argent ou pas, petit cas, bon, s'il y a beaucoup d'argent, est-ce que les gens en bénéficient? Ouais. Donc c'est des États qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas où investir. Le Qatar, tout cet argent-là provient de ces ressources fossiles. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ne savent pas comment faire. Finalement, ils cherchent même des ingénieurs à l'étranger pour qu'ils viennent, que ce soit du côté de l'architecture, du côté de l'aviation civile, de tous les côtés. Ce sont de grands ingénieurs qu'ils vont opter
au niveau du monde, surtout des Américains, pour qu'ils viennent travailler dans leur pays. Donc là, en Afrique, on a l'Algérie qui vient en premier lieu, en suivi de l'Égypte, du Nigeria, de la Libye et des autres pays. Mais dans d'autres pays ici, on n'a pas encore le Sénégal, d'accord? Parce que dans l'année 2023, donc le Sénégal, apparemment même, il y a une production qui a été déjà obtenue avec le gaz, la grande tortue, au large des côtes sénégalo-mauritaniennes. N'oubliez pas que la production, elle doit être partagée avec la Mauritanie. Est-ce qu'une ressource, on va dire à la ressource, non, reste au Sénégal, qui est notre ressource, parce que la frontière se limite au Sénégal? Non, on ne peut pas le savoir. C'est comme le fleuve Sénégal. Les deux rives, on a deux rives, Mauritanie et Sénégal. Donc on doit faire une gestion intégrée de la ressource, une gestion pas plus ou moins partagée de la ressource. D'accord? Donc c'est la même chose avec les gisements. On ne peut pas dire que notre frontière s'arrête là, donc le gisement va s'arrêter là, non? Le gisement va être plus grand que là, va dépasser la frontière. Donc il faut qu'il y ait une partage commune des ressources. Mais attention, ce que les États gagnent ne dépasse pas le plus souvent 20%. Quelle que soit la taille de l'État. Par exemple, nous pour le Sénégal, ce qu'on gagne, c'est pratiquement 20%. Donc les 80%, c'est ceux qui exploitent, ceux qui ont exploré et qui ont fini par trouver et qui exploitent le pétrole, qui vont en bénéficier. Pratiquement 60% et quelques. Vous voyez, l'essentiel de ce qu'ils vont gagner, de ce qu'on va gagner, donc sera obtenu par exemple, BP, British Petroleum. D'accord? Donc après, on va voir un peu quels sont les géants qui tournent autour du pétrole. Pas aujourd'hui, on va faire ça en dernier lieu. Donc en Asie-Pacifique, il y a la Chine, il y a l'Australie, il y a la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan, Thaïlande, et consorts, Bangladesh, Myanmar, le sultanat de Brunei, Vietnam. D'accord? Maintenant, total par région, l'Amérique du Nord vient en premier lieu. D'accord? Vous voyez, moi je me dis que pourquoi les Américains viennent en premier lieu? Parce qu'eux, ils ont la technologie. Ils ont un vaste État, en même temps ils ont la technologie. Donc ils peuvent se permettre de découvrir du pétrole là où les gens ne peuvent pas, dans des situations plus ou moins compliquées, comme le gaz de schiste. Il y a un gaz qu'on appelle le gaz de schiste, qu'on prend au niveau des roches. C'est difficile à trouver et à extraire, mais eux, par leurs moyens, par leur technologie, ils parviennent à obtenir ce gaz-là. Vous voyez? C'est un peu compliqué, c'est un peu ça. Donc il y a des États, à côté des États indépendants, le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud et centrale. Maintenant, on va voir un peu le charbon, parce que les gens continuent à trouver du charbon, bien que dans certains pays, les gens ils commencent avec les problèmes relatifs au changement climatique. On demande à ce qu'on utilise de moins en moins du charbon. Donc, ici, on a les États-Unis qui viennent en premier lieu pour l'Amérique du Nord, suivi du Canada et du Mexique dans une moyenne proportion. D'accord? Regardez ici, on a 526,5. Donc là aussi, c'est en millions de tonnes. Là aussi, c'est en millions de tonnes. D'accord? C'est en millions de tonnes de charbon produit. Pour l'Amérique du Centre et du Sud, on a la Colombie qui vient en premier lieu. Attention. Voilà la Colombie qui vient en premier lieu. Donc, suivi du Brésil, du Venezuela. C'est une matière qui est très compliquée à exploiter. On dit que c'est une matière qui est très compliquée à exploiter. C'est très difficile à transporter. Parce que ce que tu gagnes dans l'exploitation et le transport, les gens préfèrent exploiter ça sur place plutôt que de l'exporter de le mettre dans d'autres zones. D'accord? Contrairement au pétrole et au gaz qui peuvent être transités, qui peuvent être acheminés par oléoduc ou bien par gazoduc. Donc en Europe, il y a l'Allemagne qui vient en premier lieu, la Pologne, la Turquie, la Serbie, République tchèque, Ukraine, la Bulgarie, la Roumanie, Grèce, Hongrie, Royaume-Uni, et l'Espagne, et 46,2 millions de tonnes pour les autres petits pays. La communauté des États indépendants, la Russie vient en tête, suivi du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et des autres pays.
Donc en Afrique, on a l'Afrique du Sud, 228,5 millions de tonnes, le Zimbabwe, donc, et des autres pays qui ont des productions qui sont plus ou moins faibles. D'accord? En Asie-Pacifique, il y a la Chine. Vous voyez, la Chine, c'est 4710. Donc, c'est 4 milliards 710 millions de tonnes de charbon produit. Ouais. L'Inde vient en deuxième position avec pratiquement 1 milliard, 1 milliard et 10 millions. C'est ça, non? 1 milliard, 109 millions, c'est ça? Non, 900 000. 1 milliard 900 000. Avec les chiffres là, c'est un peu compliqué. Non, 1 milliard. 10 millions. 10 millions 900 000. Bon, après, vous allez chercher. Ok, c'est pas grave. Après, vous vous débrouillez pour trouver. D'accord? 1 milliard, 10 millions. En plus, quoi, après, vous vous débrouillez. L'Indonésie, 775,2. D'accord, millions. L'Australie arrive, la Mongolie, le Vietnam, le Pakistan, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon. D'accord? Après, vous débrouillez pour la suite, c'est pas grave. Ok, maintenant, le total par région. Donc là, c'est l'Asie-Pacifique qui vient en premier lieu, parce que là-bas, on a la Chine, qui a une très grande production, n'est-ce pas? L'Amérique du Nord, qui arrive en deuxième lieu, mais dans des proportions vraiment moindres, 580,6. Les pays de l'ancienne URSS, qui comptabilisent, qui viennent en troisième lieu, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud et du Centre, et le Moyen-Orient. Vous voyez, le Moyen-Orient, pour le charbon, on ne les voit pratiquement pas. D'accord? D'ailleurs, même au niveau du fichier, même Moyen-Orient, on ne met même pas de pays, on met juste 10,3. D'accord? Donc, sûrement, ce qui est produit, c'est vraiment infime par les États. Ok, maintenant, on va regarder un peu comment est transporté et comment est transformé aussi, bien si vous voulez, comment sont transportés et transformés aussi ces ressources. Le transport des ressources. L'acheminement des hydrocarbures se fait par voie terrestre et par voie maritime. Maintenant, pour le transport du pétrole et du gaz naturel, on va regarder un peu le transport par voie terrestre. Les hydrocarbures sont principalement transportés dans des pipelines. Le type de pipeline utilisé pour acheminer le pétrole est appelé oléoduc. Les oléoducs. Parce que c'est de l'huile, on considère ça comme de l'huile. Le pipeline est une sorte de tuyau très long permettant le transport des produits gazeux, liquides ou solides. Les oléoducs permettent d'évacuer le pétrole brut ou le pétrole raffiné. D'accord? Donc le pétrole brut, c'est le pétrole qui n'a pas encore été transformé. Donc c'est ça que la SAR fait en fait, c'est le travail de la SAR. Donc la SAR reçoit du pétrole brut et essaie de raffiner ça, aussi bien pour le Sénégal que pour les autres pays de la sous-région. D'accord? La SAR gagne beaucoup d'argent avec ça. D'accord? Les oléoducs donc permettent d'évacuer le pétrole brut ou le pétrole raffiné de la plateforme de production de pétrole à la raffinerie et de la raffinerie au lieu de consommation. D'accord? Pour permettre une bonne circulation du pétrole dans le tuyau, une station de pompage ou de compression relais est installée tous les 80 km en moyenne. Donc ça permet de pousser. Par exemple, nous, l'eau qu'on boit à Dakar, parfois ça arrive par gravitation, par un système gravitaire. Donc si vous voyez un peu les châteaux d'eau sont placés à des lieux plus ou moins. Un château d'eau, c'est élevé. Maintenant, toute l'eau qui est là-bas, quand vous n'êtes pas loin du château d'eau, rapidement vous allez avoir une bonne pression et beaucoup d'eau pour votre robinet. Mais si vous êtes dans une zone qui est élevée, plus ou moins élevée, qui n'est pas basse, le château d'eau aura du mal à vous donner correctement de l'eau. La pression ne sera pas bonne. Et c'est pour cela qu'à Dakar, dans certaines zones, comme Nord Foire, je crois, à Cité d'Amel, ils ont du mal parfois à avoir de l'eau correctement. Parfois les gens attendent la nuit, parce que la pression elle est moins forte. Bon, la pression en termes de demande, quoi, les gens utilisent moins les robinets. Par exemple, nous, à Kermassar, les week-ends,
les dimanches et les samedis, la pression est faible. Parce que tout le monde est chez lui. Mais les jours de travail, dans la journée, la pression elle est bonne. Vous voyez? Parce que les gens, la demande elle est beaucoup plus faible. Hein? Elle n'est pas importante. Donc ces stations permettent d'exercer une pression de 70 bars. Donc un bar est l'équivalent de la pression de 1 kg sur 1 cm², pour pouvoir forcer le liquide à s'écouler comme sur une pente. Vous voyez? Par écoulement gravitaire. Donc là c'est une machine, une pompe qui va faire pousser comment dire encore, le pétrole pour qu'il puisse partir. Cette pression est réalisée grâce à une compression du pétrole jusqu'à l'élever à une forte pression. En effet, à l'intérieur du tuyau, la vitesse d'écoulement du fluide est ralentie par le frottement. Donc, c'est ce qu'on appelle la friction. Donc, en climatologie, un peu la friction, c'est quand le vent frotte la surface du sol ou bien la surface de l'eau. La zone de contact entre le vent et l'eau, c'est ce qu'on appelle une zone de friction. Friction, non, pas friction, friction, frotter. Donc, du liquide avec les parois de la canalisation. Donc, les parois de la canalisation peuvent ralentir l'écoulement du fluide. Toutefois, la vitesse de l'écoulement est lente, soit une vitesse de pratiquement 2 mètres par seconde. Les baisses de pression sont des indicateurs. Donc, si les gens voient que quelque part il y a une baisse de pression, ils se disent automatiquement qu'il y a une fuite au niveau du système de canalisation. Donc, ils vont regarder le système de canalisation. Bon. Donc, le transport par voie maritime maintenant. Les hydrocarbures sont également transportés par voie maritime. Cette opération est réalisée par de grands navires appelés les tankers. Les tankers. Il y a des gens même qui disent que les tankers ne peuvent pas accoster au niveau de nos ports. Nos ports sont trop petits. Parce que c'est de grands navires. Le tirant d'eau, notre tirant d'eau, il est un peu faible par rapport au tirant d'eau de ces navires, de ces bateaux-là. J'ai un petit frère qui travaille à Maïsland. Lui, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, nous, les bateaux qu'on reçoit, ce sont des petits bateaux. Et d'ailleurs même, le port de Dakar et le port d'Abidjan, à chaque fois, ils se à une concurrence entre eux. Je crois qu'à Abidjan même, ils ont pu à creuser encore, à draguer encore, à enlever encore du plateau, le sol du plateau continental, ou bien la roche, pour que certains bateaux puissent arriver au niveau de notre port. À défaut, il faut attendre les marées hautes, pour qu'ils puissent faciliter l'accostage. Ou bien, le bateau se met au large, il y a de petits bateaux qui vont faire les transits, qui font des va-et-vient pour pouvoir décharger. D'accord? Donc, pour de très grands navires qu'on appelle des supertankers, les navires sont distingués en fonction du type de trajet. Donc, selon la trajectoire et la quantité de pétrole que le navire va transporter, on va distinguer les types de navires. La quantité est estimée en tonnes de port en lourd, en TPL, ou deadweight tons en anglais. Il existe de ce fait 5 types de navires dans le transport des hydrocarbures. Donc, les navires qui passent par le Panama, on les appelle les Panamax. Bon, d'ailleurs même, apparemment le Panama ces dernières années a connu des sécheresses. Et ces sécheresses-là ont favorisé un ralentissement des activités portuaires parce que ce sont des ports qui vont fonctionner comme des écluses. Vous connaissez les écluses? Les écluses. Comme par exemple, quand il y a beaucoup d'eau, tu essaies de contenir l'eau jusqu'à ce qu'il y ait moins d'eau pour pouvoir de temps en temps laisser passer l'eau. C'est ça qu'on appelle des écluses. Des sortes de portes qu'on fait ouvrir pour augmenter ou bien pour laisser partir de l'eau. D'accord? Donc ça, si vous entrez, c'est comme dans les barrages, quoi. D'accord? Le système des barrages. Les Aframax, les Suezmax, donc ça c'est pas le canal du Suez, les PSCC et les ULCC. Donc les Panamax transportent entre 50 000 et 79 989 tonnes de port en lourd maximal pour pouvoir passer par le canal. Parce qu'il y a des bateaux, s'ils sont très grands, ils ne pourront pas passer par les canaux. Parce que n'oubliez pas aussi que ces canaux sont construits au niveau des isthmes. Un isthme. C'est quoi encore un isthme? Un isthme, I-S-T-H-M-E. Oui, c'est des endroits qu'on creuse, ouais, mais c'est quoi un isthme d'abord? Ouais. On a vu une brèche. Oui, mais avant de mettre la brèche, on a vu que c'est une petite zone. C'est une mince bande de terre, comme l'isthme de Suez.
l'isthme de Panama, c'est les plus célèbres. L'isthme de Suez, on a construit le canal de Suez. L'isthme de Panama, on a construit le canal de, ou bien si vous voulez creuser, le canal de Panama. D'accord? Donc c'est une large bande de terre, une petite bande de terre plutôt, une mince bande de terre qui sépare deux mers. Petite bande de terre qui sépare deux mers. Maintenant, qui peut me dire le contraire d'un isthme? En géographie, comment on l'appelle le contraire d'un isthme? Une fois en géographie. Il beaucoup à qui? C'est différent. Ouais? Très bien. On appelle un détroit. Donc le contraire d'un isthme, on appelle ça un détroit. Comme le détroit de le plus célèbre, Gibraltar, qui fait pratiquement combien de kilomètres? Combien de kilomètres le détroit de Gibraltar? Est-ce que c'est grand? Nos parents, quand ils vont, par exemple, quand ils veulent aller en Espagne, c'est la partie la plus simple à travers. C'est pratiquement moins de 20 km. C'est 15-14 km, voilà, 14-15 km, d'accord? Une quinzaine de kilomètres, d'accord? Donc, un détroit, c'est une petite bande de mer, une petite partie de mer qui sépare deux continents. Un isthme, c'est le contraire. Une petite bande de terre séparant deux mers, d'accord? Oui? Non, oui, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça c'est simplement des types de navires quoi, qui ont une certaine capacité pour contenir le pétrole. On va voir ça tout de suite comme ça. C'est ça qui va suivre ici. D'accord? Donc les Panamax vont passer par le canal de Panama. Et récemment même, à cause des problèmes de sécheresse, on a augmenté le coût du transportement à travers le canal de Panama. Rien qu'hier, comme je crois, j'ai entendu à la RFI que Donald Trump veut essayer de prendre le Panama. Donald Trump peut dire il dit le Panama, le Groenland, le pays, Canada. Juste un truc, je vais vous dire, vous avez des émissions. Bon, c'est pour des problèmes politiques, hein, parce que c'est qu'il n'a plus droit au pays, d'accord? Donc, ouais. Ah, ça c'est des problèmes de géopolitique, hein? Et ça, pourquoi c'est pourquoi il le dit. Donc, les Abramax transportent entre 80 000 et 124 999 tonnes de port en lourd pour les navires à average freight assessment. Bon, ça, après, vous allez pouvoir regarder un peu ce que ça signifie sur Internet, d'accord? Les Suez Max transportent entre 145 000 et 142 999 tonnes de port en lourd, limite maximale imposée pour passer le bout du canal. Si vous regardez un peu, ça c'est un peu intéressant. Si vous regardez, allez sur YouTube et essayez de regarder le fonctionnement du canal de Suez. Quand il y a un navire qui passe, est-ce que les autres navires vont passer? Ils vont attendre quelque part. Ils vont accoster quelque part et attendre que le navire passe un truc étroit. C'est très réglementé et pour l'autre arrive. Donc deux navires ne peuvent pas passer en même temps. D'ailleurs, même il y avait un navire qui s'était bloqué là-bas pendant des jours. Et tous les navires qui devaient passer par là-bas ont été bloqués, bloquant également l'économie de ces pays. D'accord? Vous voyez? Donc ça c'est très important à prendre en compte. Donc les pèlerinages, donc ça c'est de très grands navires, les pèlerinages cruise carriers, entre 200 000 et 319 999, ou jusqu'à 349 000. C'est pas 350 000 quoi. Donc le port en lourd, les navires à une et deux coques. Donc tout à l'heure on verra c'est quoi un navire à une coque. Donc la coque c'est ce qui protège le navire en bas, donc la coque du navire, d'accord? Les ultra larges cruise carriers, à partir de 320 000 ou 350 000 tonnes de port en lourd, pour les navires à une seule coque ou à deux coques. Donc vous voyez, puisqu'ils sont maintenant de gros navires, il faut qu'ils protègent bien leur cargaison. Donc il faut qu'ils mettent minimum une coque. Donc il faut utiliser le plus souvent deux coques pour pouvoir s'en sortir. Donc, on va voir un peu quelle est l'importance après de ces coques-là. Les trois premiers navires acheminent des produits bruts et raffinés, tandis que les deux derniers qui sont les plus gros navires, convoient le pétrole brut, donc qui est le plus lourd. Le pétrole le plus lourd, donc est convoyé par les plus grands, on va dire les plus gros bateaux. Donc ça c'est une image que vous pouvez avoir sur connaissance des énergies. Donc il y a des sites, vous allez tout avoir là-bas, connaissance des énergies.org, ça c'est un site. Il y a un autre qu'on appelle tout savoir sur l'énergie, connaissance des énergies, tout savoir sur l'énergie. Donc il y a beaucoup de sites, je peux vous donner ça après, vous pourrez avoir vraiment des informations qui sont très simples, très accessibles. D'accord? Donc le transport maintenant du gaz naturel,
Le transport du gaz naturel se fait de deux manières principalement, par gazoduc ou par une transformation du gaz naturel en produit liquéfié, donc pratiquement en eau. On essaie de liquéfier le gaz. D'accord? Si vous regardez les bonbonnes de gaz, si vous soulevez ça, vous ne sentez pas que l'eau a levé. C'est pratiquement le même processus. Et si le gaz s'échappe aussi, quand vous le touchez, c'est comme si c'est de l'air, mais c'est froid. Oui. Vous sentez ça, quand ça s'échappe, vous touchez ça, vous sentez que de possède. Donc c'est ça qu'on appelle la liquéfaction. D'accord? Donc le transport par gazoduc, le transport du gaz naturel par gazoduc est le moyen le plus fréquemment utilisé pour acheminer cette ressource. Les gazoducs sont constitués de tuyaux métalliques d'un rayon de 25 à 50 cm. La jonction de ces tubes, bon, là j'ai mis ça en rouge parce que je voulais corriger, je n'ai pas pu le faire, permet d'avoir de longs et d'importants réseaux de gazoducs. Donc, comme pour l'acheminement du pétrole, celui du gaz répond au même principe. Le gaz naturel est comprimé à une pression qui peut aller jusqu'à 100 bars afin de le faire évacuer. Donc, tout à l'heure, on avait parlé d'un nombre de bars beaucoup moins important. Donc, on a dit 1 bar égale à, c'est la pression de combien de kilos 1 kg par centimètre carré. D'accord? Donc, 100 bars, 100 kg par centimètre carré. Donc, une grande pression, une très forte pression pour pouvoir évacuer le gaz. D'accord? Donc son volume diminue ainsi, favorisant son déplacement plus facile. La mise en place de stations de compression relais, donc on dispose chaque 150 km, disposé en moyenne tous les 105 km, permet fluide ou régulier du gaz naturel à un débit plus élevé que celui de l'écoulement du pétrole, soit 11 mètres par seconde. Pour le pétrole, on avait pas de 2 mètres. Donc le pétrole, on avait parlé de 2 mètres par seconde. Mais pour le gaz, l'écoulement est plus rapide, donc 11 mètres par seconde. Donc le transport par gaz naturel maintenant liquéfié, le GNL, d'accord? Donc liquéfié, c'est quand on le transforme, comme je dis, par un processus de refroidissement en eau. On transforme ce gaz-là en produit liquéfié en eau pour qu'il puisse être facilement transportable. Maintenant, arrivé à destination, le gaz est encore repris, le processus inverse est encore fait pour pouvoir obtenir du gaz. Le transport du gaz naturel est fait autrement lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies ou ne permettent pas son évacuation via les gazoducs. C'est le cas lorsque les conditions environnementales ou financières, avec un coût élevé pour la mise en place du gazoduc, donc bien les conditions environnementales ne permettent pas la mise en place de ce gazoduc, empêchent de transporter le gaz naturel par gazoduc. Le gaz naturel est ainsi liquéfié. Donc quand on le liquéfie, c'est le plus souvent pour le transporter par bateau. Il s'agit de le mettre sous des conditions thermiques très basses, à moins 163 degrés Celsius. À ce niveau de très faible température, le gaz se condense et devient liquide. C'est pour cela qu'on parle de gaz liquide, avec un stockage cryogénique. Donc quand on parle de cryogénique, on parle surtout de glace, des glaces à cryosphère. Vous vous rappelez sûrement de ça durant vos cours de première année de génétique interne, la cryosphère, l'ensemble des masses de glace à très basse température. Cette forme permet de le stocker et de le transporter. Toutefois, l'avantage que le bénéfice le plus important est la réduction du volume du gaz jusqu'à 600 fois son volume. Ouais, 600 fois son volume. Donc ça permet d'évacuer une grande quantité de gaz par bateau. Plus que lorsque le produit est transporté à une pression de 100 bars par gazoduc. Donc le gaz est finalement transporté par des navires appelés méthaniers ou liquefied natural gas tanker en anglais. Donc les bateaux qui transportent le gaz, on les appelle les méthaniers parce que l'essentiel du gaz c'est du méthane, c'est du CH4. D'accord? On appelle ces bateaux-là les méthaniers. En réalité, lorsque le gaz est liquéfié, il ne lui reste presque que du méthane, soit une proportion moyenne de 78% pendant la liquéfaction. Pendant la liquéfaction, d'autres gaz qui sont ôtés, donc sont enlevés, comme l'oxygène, le gaz carbonique, le soufre. Donc, le soufre, c'est ça qui amène parfois les incendies, le soufre. Donc c'est un gaz qui est un peu dangereux. La cargaison des bateaux transportant le gaz naturel liquéfié est débarquée dans un établissement spécialisé à cet effet, appelé un terminal méthanier. Donc il y a des terminaux donc, spécialement conçus pour l'acheminement du gaz. Donc le GNL est gazéfié à nouveau
Donc quand il arrive à destination, il est gazéifié à nouveau. Donc on retend le processus contraire opposé, obtenir du gaz à partir du gaz liquéfié et entraîné par la suite vers les gazoducs pour aller vers les zones qui sont demandeuses en gaz naturel, zones de consommation. La présence ou la mise en place d'un terminal méthanier est importante parce qu'elle permet aux gros bateaux portant d'importantes quantités de GNL d'accoster. D'accord? La facilité du transport est aussi liée au fait qu'il est aisément stockable dans des cuves. Donc, tout à l'heure, on va parler de ces formes de bateaux-là. Dans des cuves qui permettent de transporter parce qu'il n'est pas corrosif. La corrosion, c'est l'action de... C'est quoi la corrosion? La corrosion, c'est quoi? C'est comme la rouille en fait. Quand on a une matière qui dégrade, comme par exemple si vous habitez à côté des mers, avec les cristaux de sel marin, ça va dégrader tout ce qui est fer, tout ce qui est truc. Les fenêtres, vous allez voir qu'ils vont connaître un peu la rouille et consort. Ça, on appelle la corrosion. Les cuves sont pourvus de matériaux qui permettent de garder la température à l'état liquide du gaz, soit, il y a un T qui manque ici, moins 160 degrés Celsius. Du fait de la taille des méthaniers qui sont de grands navires, leur vitesse de déplacement est très lente, d'accord, avec 35 km à l'heure de déplacement, ce qui correspond à 19 nœuds, un nœud étant 1852 mètres par heure. Donc ça, c'est des... Donc si quelqu'un commande du gaz de la Chine ou le pays, on est des à mon courant, ta population va te mener beaucoup de problèmes. Les populations vont vraiment te fatiguer. Parce que là, je vais le dire, le bateau n'est pas encore connu. Même nous, je crois qu'on a connu ce genre de cas, où les gens attendaient les fameux bateaux. Devant amener le carburant qui devait permettre de brûler nos chaudières, de brûler l'eau au niveau des... ce qu'on appelle je considère comme étant les grandes marmites qui vont laisser partir la vapeur d'eau qui va faire tourner les turbines et consorts. D'accord? Donc 35 km/h. Donc, lui, moi, si je le méthanier reste très utilisé parce qu'il évite les conflits terrestres pouvant causer l'empêchement du passage d'un gazoduc. Donc, c'est ce que vous voyez. Quand le gazoduc est fixe, le méthanier, lui, il peut à tout moment changer de destination. Destination parce que c'est un bateau. Mais le problème du gazoduc, comme avec le cas de la Russie, avec l'Ukraine, on l'a déjà construit. On ne peut pas aller enlever tout de suite pour aller le placer automatiquement dans un autre pays. Non, ce n'est pas possible. C'est ça un peu les impacts. En outre, des distances de plus en plus grandes séparent les lieux de production des lieux de consommation. Donc, il permet de ne pas avoir à mettre en place encore des réseaux de gazoducs. Il y a donc la flexibilité dans l'approvisionnement du gaz, contrairement au réseau de gazoduc qui est fixe. Donc, on a un exemple concret avec le cas de l'Ukraine récemment. En cas de tension entre deux États, Russie et Ukraine par exemple, le consommateur peut librement décider de commander du gaz naturel. D'accord? Mais à travers l'acheminement par bateau. D'accord? Donc la particularité des méthaniers se voit en plusieurs aspects. Ils disposent de cuves spéciales pour maintenir une température constante du gaz liquéfié. Donc pour cela, les parois des cuves sont munies d'un isolant constitué de diazote si on veut, ou azote gazeux, pour éviter tout contact avec l'oxygène de l'air. Si le gaz parvient à s'évaporer, il est récupéré pour alimenter les moteurs du bateau, du méthanier. D'accord? Donc le gaz n'est pas perdu. D'accord? Du méthanier à partir des chaudières à gaz du navire. Cela favorise une réduction de la pollution, d'autant plus que le méthanier utilisera moins de carburant pour le fonctionnement de ces moteurs. Donc le gaz ne sera pas perdu. S'il y a des fuites, ces gaz-là seront récupérés et vont servir à alimenter les moteurs. D'accord? Donc ces navires aussi comportent une double coque pour les rendre encore plus étanchéité, pour éviter les fuites en cas d'accident. En effet, selon le Centre pour le transport maritime responsable, qui est aussi en anglais, les navires à simple coque représentent une menace plus grave pour l'environnement marin dans le cas d'un incident que les navires à double coque. Les navires monocoques avec une seule coque, bien sûr, ont une structure étanche constituée d'une seule paroi entre leur cargaison et l'océan. Vous voyez, une seule paroi, donc une seule zone étanche
entre la cargaison et l'océan. En comparaison, comme le nom le suggère, les navires à double coque ont deux parois étanches sur le fond et les côtés du navire. Des études montrent qu'en fonction de la vitesse de l'impact, la paroi additionnelle est susceptible de réduire de plus de 60% la probabilité de pollution marine après un accident endommageant la coque du navire. Donc s'il y a une double coque, hein, ça assure vraiment plus de sécurité. Hein, ça fait encore, non seulement il y a la sécurité, mais tout à il y a les problèmes environnementaux qu'on va essayer de réduire. D'accord? Parce que si le gaz s'échappe, après ça va amener beaucoup de dégâts environnementaux. C'est comme le pétrole aussi, hein, comme vous le voyez, il y a beaucoup de dégâts, parce que peut-être ça va couvrir toute la surface. Et les poissons, le phytoplancton, il n'y aura pas d'échange entre la lumière et le fond marin, donc ça sera très difficile pour ces individus de survivre. Par comparaison avec une structure comportant une seule coque. Donc ça c'est simplement une image, on montre un bateau avec une seule coque et un bateau avec une double coque, d'accord, hein? Et les deux sont différents. Donc le méthanier est traité avec respect du fait qu'il transporte un produit très inflammable. En tout cas, moi, quand je suis sur la route là, surtout sur le péage, si je vois comment on appelle ça encore, les véhicules là avec les citernes là, on met inflammable. damay taxawal ne la ak sama oto 100 kilomètres laa koy may su ma gisee inflammable rek man nga xaaral ma ñëw nii lay def ndekale bu baax may na nga jaar wala mu romb la à toute vitesse pour faire vite donc pour éviter tout contact avec le gaz. Donc ils sont traités avec respect parce qu'ils transportent un produit très inflammable et en très grande quantité. De ce fait, il est prioritaire. Donc ces navires-là sont prioritaires sur les voies navigables. Donc tout à l'heure on a parlé du canal de Suez. Donc peut-être que s'il y a un navire comme ça qui passe, on va le laisser passer. Parce que plus il dure là-bas, plus il augmente les risques d'accident. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont reçu ces temps-ci au niveau de leur port? Un navire de l'eau. Wow. Avec de l'ammoniac. Donc puisque c'est un produit qui est très inflammable, très explosif, et il y a eu le cas de quel pays? De quel pays qui a connu un accident avec ça? Hein? La Sénélec, on a eu un accident. Le Liban a connu aussi un accident. Vous avez vu les dégâts que ça cause? Donc c'est pour cela qu'ils font très attention. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des inspecteurs pour qu'ils fassent une inspection du navire avant accostage. En mer, pour ça, vous n'avez pas de problème. D'accord? Donc, ils vont faire une inspection. Après, ils se sont rendus compte que le bateau était neuf. C'était plus ou moins neuf. Il n'était pas du tout vieux. Hein? Il respectait les normes. Donc, finalement, le bateau peut accoster. Hein? D'accord? Même l'année passée, apparemment, ils ont reçu certaines quantités qu'ils ont gérées parfaitement. D'accord? Donc, de ce fait, il est prioritaire sur les voies navigables ou au niveau des passages parfois étroits et réglementés des canaux. C'est le cas du canal de Panama. C'est le cas du canal de Suez. D'accord? Avec un passage qui est réglementé. Hein? Un passage étroit et réglementé. Même si vous regardez des documentaires avec le canal de Panama, parfois le bateau passe à peine à côté des bordures. Hein? À peine à côté des bordures. C'est très, très juste. Hein? Très réglementé. Hein? D'accord? Donc il est ainsi considéré sur le site du centre pour le transport maritime comme un navire qui est au roi des mers en fait. En fonction de la forme de leur cuve et de leur étanchéité, il existe trois types de méthaniers. Le plus utilisé est le méthanier à membrane, soit en inox, soit en invar, donc avec du fer, du nickel, du carbone, très résistant au changement de température. Les deux autres sont des méthaniers à sphère et prismatiques. Donc le méthanier à sphère a des cubes en forme de boule. Donc c'est ça qu'on va montrer ici. Donc dès que si vous voyez un bateau comme ça, marqué LNG, ça veut dire que c'est du gaz naturel liquéfié. D'accord? Ok. Maintenant ça, le raffinage, je crois qu'on va aborder ça. On pourra aborder ça, je crois, la semaine prochaine, ou bien on aborde ça maintenant. Hein? Est-ce que vous êtes là? Il y a un qui a le cours. Il y a un cours. Hein? Vous voulez qu'on finisse le cours?
Vous voulez qu'on me dise le cours? Am na ñoo xam ne moom dañoo am bañ a ne cours yi dama bëri c'est trop. Ah non bëriwul on continue hein? D'accord, donc on continue alors. Après gars yi bu ñu cours bu dañu bëgg tey cours bi jeex hein? Donc le raffinage obéit à 4 principaux procédés. Il y a la séparation, la conversion, l'amélioration et le mélange. Maintenant aussi, attention, si on s'arrête aujourd'hui, je peux vous demander de lire un document. Ah, c'est une prochaine question. Allez, ce qu'on va faire, il faut regarder l'actualité du Sénégal. Ah, Sénégal. Si vous voulez conseiller aujourd'hui, il faudra regarder l'actualité du Sénégal. Et quelques cas sur le plan international. D'accord. Ah, parce qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Il faudra regarder quelques cas. Comme ça, au moins, il y aura 2 questions qui vont sortir de là-bas. Donc, il faudra regarder pour le Sénégal, au moins quelques éléments. Donc, si vous regardez sur le pétrole, actuellement, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les types de pluie, voilà. D'accord? Ok. Donc la séparation, donc ça c'est le premier procédé, la séparation, la conversion, l'amélioration et le mélange. La séparation est une première opération où le pétrole est chauffé. Donc pour le raffinage du pétrole, on brûle encore, on chauffe le pétrole, on le brûle. Mais à une température très élevée. Donc 400 degrés Celsius. Donc ça c'est 4 fois la température d'ébullition. La température d'ébullition c'est 100 degrés Celsius. C'est 4 fois, donc c'est plus important. Dans une grande cuve appelée colonne ou tour de distillation, ou tour de fractionnement si vous voulez, parce qu'elle est équipée de plusieurs plateaux disposés perpendiculairement, donc posés successivement du bas vers le haut, pour récupérer à chaque niveau un produit donné par les conditions techniques. Les plateaux sont parfois perforés, il y a des trous, et ces trous sont munis de couvercles ou de calottes. Donc calotte c'est une sorte de petit plateau, donc de couvercle, bien sûr, quelque chose qui couvre, je voulais dire, en ces trous. C'est un procédé de distillation atmosphérique. La distillation, pour comprendre ça, c'est comme quand on fait du thé. Toute la vapeur, tout ce qui va arriver en haut, et qui sera bloqué un peu. Moi, je considère ça comme une sorte d'effet de serre, par le couvercle. C'est ce produit-là qu'on appelle un produit issu de distillation. De distillation. C'est un procédé de distillation atmosphérique. Celle-ci atteint 100 mètres de haut. La tour atteint 100 mètres de haut et 8 mètres de large. Donc la tour de distillation. Ça. Là où on doit brûler le pétrole à 400 degrés Celsius. D'accord? À très haute température, une partie du pétrole s'évapore et donc remonte vers le sommet de la cuve au moment où une autre, plus lourde, occupe le pas. Donc on va appeler les produits ici même de ça. La dernière fois, il y avait un de vos amis qui parlait un peu du bitume qui est utilisé sur les revêtements routiers, ce qu'on appelle les revêtements routiers. Le produit noir là qu'on verse. Voilà, pour consolider le bazar. La consolidation ou la cimentation du bazar. D'accord? Plus les molécules de gaz se lèvent, elles vont comme pour l'appeler avec les conditions thermiques plus basses, commencer à se condenser et devenir liquides. Au moment où d'autres produits qui sont toujours gazeux, plus légers, atteignent le haut. Ce processus se déroule à différents niveaux, ce qui fait qu'il y a plusieurs types de produits qui en seront issus. Donc ça c'est un peu voilà, là, en bas, c'est ça qu'on appelle la tour de distillation, chauffée à 400 degrés Celsius. Donc là, on aura ce qu'on appelle les résidus lourds, ce qui ne peut pas s'évaporer, les résidus lourds comme le bitume. On aura le fuel en bas. Donc si vous allez dans les pays développés, le plus souvent ils brûlent le fuel. Donc pour pouvoir chauffer leur maison. D'accord? Le fuel. Ensuite, on a le gasoil. Ça vous connaissez, le carburant. Le kérosène, que vous connaissez pour les avions. D'accord? Kérosène. D'accord? Qui est différent du kérosène dont on a parlé la dernière fois. L'essence lourde, donc le super. Essence également qu'on utilise pour les véhicules. L'essence légère. Donc, et d'autres produits gazeux. Donc le gaz butane, vous avez vu ici, on a mis butane. Donc ça c'est des atomes et des molécules, les butanes, les propanes, et consorts.
Non, nous on utilise le gaz butane, d'accord? Et même pour le gaz, attention, l'odeur du gaz, quand le gaz s'échappe, vous sentez une odeur. Est-ce que c'est ça l'odeur du gaz original? Quand le gaz s'échappe chez vous, vous sentez qu'il y a une odeur. Et le plus souvent, c'est l'odeur qui alerte les. Vous n'avez pas soit si c'est le gaz ou bien la cuisinière siffle. Parfois ça siffle un peu, mais parfois tu peux pas entendre le sifflement. Donc dès que tu entends dans la cuisine, tu sens qu'il y a du gaz qui s'échappe. Maintenant, cette odeur-là a été ajoutée au gaz. Pourquoi il a été ajouté? Parce que les gens se sont dit que si le gaz est inodore, quelqu'un qui va entrer dans une pièce où le gaz s'échappe et il ne sent pas qu'il y a le gaz, il peut. Donc ça, c'est des choses qu'on a ajoutées pour que les gens puissent être alertés à chaque fois qu'il y a échappement de gaz. D'accord? Le gaz s'échappe. Donc ils pourront faire attention. D'accord? Oui? Oui, ça c'est le pétrole. Ah. Ah, brûle? Okay. C'est comme si tu prends de l'eau, tu mets dans le tu brûles ça. Et tu fais tu essaies de faire bouillir de l'eau. C'est comme ça. D'accord? C'est le même procédé. Maintenant, si tu brûles ça, tu auras du gaz qui va s'échapper et des produits qui ne pourront pas se transformer en gaz. Donc ça, c'est le cas du bitume. Et c'est ça qu'on va garder après pour les revêtements routiers. Pourquoi on appelle les revêtements routiers? Parce que les routes, c'est très compliqué à construire. Les routes, il y a beaucoup d'étapes à faire pour pouvoir avoir. Donc on a besoin d'un produit qui est très solide, qui peut cimenter carrément les éléments, comme le basalte, la pierre noire là que vous voyez, ou de forme grise, là. Voilà. Donc, il faut vraiment un produit comme le pétrole. Donc, la convection maintenant est une seconde opération qui permet de séparer à nouveau les molécules d'eau qui occupent le bas de la colonne pour obtenir encore des produits moins lourds. Donc les résidus sont chauffés à une température encore plus importante de 100 degrés que la première opération, donc soit 500 degrés. Donc à l'origine, avec 100 degrés, plus de 100 degrés à nouveau, donc finalement c'est 500 degrés de température auxquels sont soumis donc, ces produits. Les molécules lourdes sont séparées en deux ou plus de molécules légères. Toutefois, au-delà du chauffage, une substance est employée pour augmenter la vitesse de la réaction chimique, d'où le nom donné à ce procédé qu'on appelle le craquage catalytique. Donc la dernière fois, on avait parlé de craquage thermique avec l'effet de la température. Donc on peut utiliser un atome léger comme l'hydrogène pour le faire. Dans ce cas, on parlera d'hydrocraquage. Donc ça c'est des éléments comme ça. Ce qu'il faut faire simplement, c'est de comprendre un peu. Il y a plusieurs processus. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pas de savoir de ça à 100%, mais de comprendre qu'il y a plusieurs processus qui sont utilisés dans le cadre du raffinage du pétrole. L'amélioration consiste à rendre les produits issus des deux premières opérations moins nocifs à l'environnement en réduisant le soufre qu'ils contiennent. Donc l'utilisation des carburants comme l'essence et le gasoil qui contiennent plus de 10 mg de soufre par kilogramme a été prohibée. Ça a été interdit. Donc, il y a des normes. Donc, les gens avancent, les gens évoluent conformément aux nouvelles normes environnementales. Donc on tient maintenant compte de l'environnement. D'accord? Conformément aux normes de l'Union européenne en vigueur depuis 2009. Les carburants sont donc désulfurés. Donc on enlève le soufre de ces carburants. Pour ce faire, ils sont chauffés à plus de 350 degrés Celsius sous une pression de 60 bars. De l'hydrogène également employé. D'accord? Le kérosène, le gaz butane et le gaz propane connaissent un enrichissement à travers simplement un lavage à la soupe. Deviennent donc plus léger. Donc ça montre également la même chose. Donc tout ce qui est en bas, c'est les huiles de graissage, asphalte. Donc l'asphalte c'est le bitume, huile de chauffage, le diesel, le kérosène, l'essence et le gaz obtenu ici, d'accord, à plus haut, d'accord. Donc en bas, la température est plus importante parce que c'est ça qui est proche de la fournaise, 400 degrés Celsius, jusqu'à où la température est plus faible. Donc ça, c'est les couvercles dont on parlait tout à l'heure, ça c'est les orifices. Les orifices dont on parlait tout à l'heure, et les couvercles qui permettent un peu de... On quoi? Ça peut être du pétrole. Tout
ce qui brûle, les chaudières, on peut donc, le plus souvent, on prend ce qu'on appelle, on prend un combustible en fait. Le combustible qui est le plus utilisé, si ce n'est pas le pétrole, c'est le gaz. Ça dépend des pays. D'accord? Nous, actuellement, on a du pétrole, on va utiliser le pétrole. C'est le pétrole qui est brûlé. Tu as vu, regarde là-bas. On dit pétrole brut fournaise. Hein? Donc, c'est le pétrole brut qui est brûlé pour pouvoir faire chauffer. Voilà. Hein? Pour pouvoir faire chauffer un autre pétrole, pour pouvoir sortir tous les dérivés de ce pétrole-là. Vous voyez, c'est comme ça que ça se fait. Hein? C'est un processus qui est assez truquant. Donc, ça c'est une image qui est assez parlante. On dit que dans un baril de pétrole, on peut avoir du combustible industriel. Vous voyez, même ça aussi, le coq là dont on parle, c'est un combustible. On appelle ça un combustible industriel. Par exemple, si vous prenez des usines comme la CSS, donc quand ils broient un peu la canne à sucre, les résidus, tous les résidus qui restent, on les utilise comme combustible industriel pour faire fonctionner les machines. D'accord? Ah, c'est le même procédé. Donc là, on obtient un produit qu'on appelle la coque, qui est un combustible industriel. Donc on peut en avoir 7 litres dans un baril. Donc ces 7 litres-là vont permettre d'avoir notre coque. L'asphalte ou le bitume, donc pour le revêtement routier, 5 litres. Le mazout lourd, 9 litres. Les lubrifiants, 2 litres. Donc les lubrifiants pour les véhicules. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont des véhicules, je crois. D'accord? Bien qu'ils savent les lubrifiants. Bon, on passe. Oui, allez-y. Deux? Oui, le mot est là. On l'a signalé ici. Ah, on l'a pas mis là-bas. Non? Maintenant, cette figure-là, tous ces produits-là sont tirés du raffinage. Tous ces produits-là sont tirés du raffinage. Donc, parmi lesquels le mode. Ouais. On a parlé également du fuel. Hein? D'accord? Donc, ils sont plus ou moins des pétroles lourds, du pétrole lourd. Hein? Oui? Mais c'est parce que c'est un combustible, d'accord? Au lieu d'utiliser le pétrole, ou bien au lieu d'utiliser un combustible beaucoup plus cher, regarde, attention, plus le produit est raffiné, plus il est cher, parce qu'il est là à obtenir. D'accord? Donc moins le produit est raffiné, moins plus il est accessible. Donc c'est sûrement pour cela qu'ils utilisent ça. Je disais qu'en France, la plupart des ménages utilisent le fuel, pour pouvoir chauffer leur maison. Par exemple, moi, quand j'étais parti en France, chez ma soeur, c'est du fuel qu'ils utilisent. Non, dans la température dans la maison sera plus ou moins vivable. Comme les clims, tu règles la machine qui permet de chauffer de chauffer un peu la maison, les chambres, les salons. Dans chaque pièce, il y a un appareil qui réchauffe la pièce. Vous savez, les plans, ils ont trouvé rapidement des solutions. Mais c'est nous qui tenons. Nous, tout le temps, nous boo daanee seen ñu ne non kii xaw ma lan la fekk ne tàngoor baa c'est pour cela que puisque le Ramadan arrive comme ça vous allez voir qu'il y a des migrants des gens vont commencer à migrer Ramadan ñii dañuy jógee Matam ñii jógee Tamba dem Dakar day tàng mais bon ça va tomber au mois de février peut-être un peu mars vers mars comme ça donc on sera en de tranche un peu d'accord par rapport à la Ramadan. Mais su fekkoon ay mars la ay avril ñu bëri dañuy Dakar day bees donc on a le gasoil le mazout léger le kérosène carburant pour l'aviation l'essence donc 114 litres les bases pétrochimiques donc il y a aussi les produits qu'on utilise chez nous les pannes les bassines tout ça c'est des dérivés du pétrole les matières plastiques
Ce sont le plus souvent des dérivés aussi du pétrole. D'accord? Le gaz de pétrole liquéfié, le gaz léger, le méthane, et ainsi de suite. Donc sur un baril, on peut avoir plusieurs sous-produits issus du pétrole. Donc le pétrole aussi c'est important. Maintenant, je ne sais pas, puisque les gens disent qu'il ne faut pas qu'on fasse de pétrole, si on ne fasse pas de pétrole non plus, est-ce qu'on aura tous ces éléments-là? Bon, on dit le soleil, le vent, l'eau. Est-ce que le soleil, est-ce qu'il va être toujours là? Voilà. Est-ce que tout le temps il y a ensoleillement? Est-ce que tout le temps il y a insolation? Mais si on met insolation, est-ce que l'insolation est importante? Combien d'heures d'insolation? D'accord? Le vent, est-ce que la vitesse du vent est tout le temps? Est-ce qu'elle est régulière? L'eau, est-ce qu'il y a toujours d'eau? S'il y a sécheresse, est-ce qu'on pourra utiliser ces ressources? Vous voyez? Donc il y a ce qu'on appelle les caprices du climat. Donc ces ressources renouvelables ne sont pas sans poser des problèmes également. Donc je crois que ça c'est la dernière page. Donc puisque vous avez dit qu'on va s'arrêter là, maintenant vous allez faire un peu de effort. Parce que moi j'avais prévu de faire autre chose. Donc on va s'arrêter là. Je vous envoie déjà ça, le document. Maintenant, si je vous envoie le document, je peux poser n'importe quelle question dans le document. On va révéler. N'importe quelle question. Dans le document. Vous avez le document. Il n'est pas complet, mais am pas. Non, tu peux vous dire, c'est ça que le complet. C'est pas. Si je vous donne le document, je vais poser n'importe quelle question là-bas. D'accord? 134. Où sont passés les moutons qui sont à Linguère? Le contexte est dans le côté. Donc il faut lire. Le document, il faut le lire simplement. On n'a pas besoin de le parceriser. Quelqu'un qui parcerise, il y a un temps. Vous regardez simplement pour comprendre. Vous faites une lecture et une relecture. Voilà. Vous savez pourquoi? Pour une question qui est très simple. Vous n'êtes pas en master. D'ailleurs, même si on était en master, le cours ne serait pas un cours théorique. Ça serait un cours pratique. Et moi, j'aurais tout fait pour amener quelqu'un qui travaille sur le gaz. Pour vous faire, bon, même, c'est le même prévu, d'amener quelqu'un qui fasse un petit exposé sur ça. Parce que je vous disais que j'ai un ami qui est le chef de la plateforme de Gadiaga. Donc lui, il avait dit qu'il était disponible. C'est lui-même qui donne le cours sur l'énergie pour le master JDER. Le master JDER. C'est lui qui donne le cours là. D'accord? Parce qu'il a fait DST, il est très fort, il est très calé, c'est un ancien, c'est un expert. Donc si c'est en master, vous allez avoir des exercices. On allait prendre un cas pratique. Et on allait voir également, parfois, si on doit installer par exemple, comment on appelle ça encore, une usine d'exploitation du charbon, quels sont les impacts sur la société? Donc ça c'est des cas concrets. Quels sont les études d'impact? Ça c'est des cas concrets qu'on devait voir. Mais on n'a pas, ça vous êtes en licence, ça vous n'en avez pas besoin, d'accord? Maintenant si le cours, s'il y a un cours comme ça en master, ça sera un cours pratique. Donc tous les cours en master doivent être des cours pratiques. Vous savez que si vous avez ça opération. D'accord? Voilà, c'est ça un peu la différence. Demain ada apa? Non, la seule ñaan bu leen jox may jàng la. Y a pas de secret. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vient sur le terrain, qui ne s'entraîne jamais et qui peut courir pendant 90 minutes? Bon, chez nous encadrement ça bon, y a des particularités. Ça c'est des particularités naturelles. Ça c'est des ressources naturelles. C'est un domaine. D'accord? La vie avec ça. Pourquoi? Parce que parfois il y a des gènes. Des gènes qui sont des mais dans la règle, dans la normalité, dans les normes, on ne peut pas rester dormir jusqu'à tous les jours. Parce que ba nga féex rek nga dem naa da ngay def bële loolu foofu koy def rek.
C'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration qui m'ont wax Thomas Edison. ah deuxième cours defuñu. En tout cas, moi j'ai vécu l'expérience quand j'étais à l'université. Donc plus tu travailles, plus tu passes un certain nombre d'heures sur un document, plus tu seras fort. Maintenant aussi, passer du temps sur un document ne signifie pas que le document est. Ah non, non. Il faut se poser des questions. Chaque point, on va dire, là, les signifier, les signifier quelque chose. Transport, cryogénique, c'est quoi cryogénique? C'est comme ça qu'on travaille. On essaie de comprendre les termes du texte. Les termes, les concepts du texte. On peut maîtriser. Donc, maîtriser le son. Donc, maîtriser le texte, c'est très facile. Parfois, quand les professeurs expliquent aussi, ils insistent sur une partie, on développe professionnel là-bas. Donc, c'est très facile. Hein? Limite là. Mais en sens licence amul limite. Licence 3. Année prochaine master. Année prochaine ngeen nekk ay maître ngeen may jege ngeen di commencé ñëw de. Yàgg ngeen nekk sama collègue ah? Borne non ban borne mënu ma borne. Lii si comme gisement la gisement amul borne. même sur lépp léegi wala moom rek noo koy borne. Naturel. Ah? Lii kay lire leen ce que vous conseille c'est de bien lire les documents, bien lire. D'habitude ça on retient personne, c'est une chose on retient personne. Tout le monde aura la moyenne. Normalement tout le monde aura la moyenne. Ah? Ah? Exercice ça soo ko defee ñu bëri duñ ci génn. Calcul yi y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ah? Non mais on l'a fait. On a regardé comment sont formés les choses. Sur le plan géographique, sont les zones de production, on produit plus de production. Bon, c'est là que vous on l'a pas fait ça des bâtiments. Alors. Mais enjeu boobu la. Boobu dañu waroon def en dernier lieu, mais on n'a pas. Habituellement, on doit faire ça en dernier lieu. Après avoir un peu présenté les résultats d'abord. On va parler d'affaires, on va caractériser d'abord la. Ah, faut caractériser pareil. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.